Nassourdine Imavov prend un troisième combat contre un top 10 de la division cette année. En co-main event de l'UFC Paris, le Français classé numéro 4 des middleweight affronte Brendan Allen, actuellement sur une série de 7 victoires consécutives, incluant 5 étranglements arrière. Un combat qui clairement promet des étincelles. Bienvenue dans le Game Plan. On analyse ce co-main event avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Le 3 rounds, on va dire. La gestion du 3 rounds. L'intensité qu'on peut avoir sur un 3 rounds face ouais. Ouais. Et puis, je pense aussi l'opposition de style. Enfin. Ouais. On va voir. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. L'opposition de style supposée. Voilà. Moi, je vois aussi ce combat comme une validation globale pour Imavov. Je trouve que son jeu a pris en maturité sur les 2 derniers combats. Et ce combat-ci contre Allen, pour moi, avec le niveau qu'il a montré récemment et cette prise de maturité, justement, il doit gagner. Mais c'est un bon test parce que Allen est un combat facile pour personne dans la division. Par contre, si tu veux faire partie du top 5 de la division, tu dois être capable de battre un profil comme Brendan Allen. Donc voilà, je vois ça comme une validation globale et j'aime bien du coup l'opposition pour l'UFC Paris. Allez, on va analyser ça juste après notre tale of the tape. Classé numéro 8 chez les middleweight, Brendan Allen fera son 30e combat professionnel et cherchera sa 25e victoire. À l'UFC, il n'a perdu que contre Sean Strickland et Chris Curtis, une défaite qu'il vient de venger sur ses 14 combats sous la bannière de l'organisation. Avec 14 victoires par soumission et 5 par KO, il a un taux de finalisation qui s'élève à 79%. À la 4e place du classement, Nassourdine Imavov possède un palmarès professionnel de 14 victoires pour 4 défaites et un no contest. 6 victoires, 2 défaites et son no contest ont eu lieu à l'UFC où il fera son 10e combat ce samedi. Avec 6 KO et 4 soumissions sur ses 14 victoires, son taux de finalisation est à 71%. On parle de 2 athlètes de 28 ans, donc jeunes pour être déjà dans le top 8 de la division, avec 3 cm d'écart en taille à l'avantage de Nassourdine Imavov qui mesure 1m91. Ils ont également la même allonge d'1m91. C'est dans le striking defense qu'on note une véritable différence grâce à un très bon 59% du côté français contre 47% du côté américain. Brendan Allen et Nassourdine Imavov tentent en moyenne une amenée au sol par round. Allen en passe 1 sur 2 contre 1 sur 3 pour Imavov. Brendan Allen est sur son run de 7 victoires, dont les 5 dernières sont sur les 23 derniers mois. Performance of the Night grâce à son étranglement arrière sur Jotko au premier round. Performance of the Night grâce à son étranglement arrière sur l'excellent grappleur Muniz au 3e round. Étranglement arrière sur Bruno Silva au premier round. À nouveau, Performance of the Night grâce à son étranglement arrière sur l'excellent grappleur Paul Craig au 3e round. Finalement, sa décision partagée pour prendre sa revanche contre Chris Curtis en avril dernier. Exactement la même activité du côté de Nassourdine Imavov qui a également enchaîné 5 combats sous 2 ans. Après sa victoire face à son public contre Buckley à l'UFC Paris 1, il se heurte à Sean Strickland en short notice pour son premier main event à l'UFC. Il rebondit très bien contre son partenaire d'entraînement, mais le combat se stoppe sur une collision de tête, no contest contre Chris Curtis. En 2024, il a pris ses victoires sur Dolidze, 9e au classement lors de la rencontre, puis sur Cannonier en juin dernier, 3e au classement lors de la rencontre. Notre communauté a voté, ils étaient nombreux, 1400 votes, et là par contre c'est écrasant, on peut au même titre que Benoît Saint-Denis, 92% voient une victoire de Nassourdine Imavov, et 96% seront derrière lui pour le supporter. Avec Morgan et avec Kevin Jousset, c'est celui qui a le plus de soutien du public à l'UFC Paris. Je propose qu'on commence par Brendan Allen, qui sera moins connu du public français. Au vu de son palmarès, on le voit comme un grappleur. La plupart de ses victoires semblent arriver au sol et ses défaites sont face à des bons boxeurs MMA, Strickland et Curtis. Personnellement, autant je suis d'accord que sa grande force c'est son sol, autant je trouve qu'il faut pas le mettre dans une boîte unidimensionnelle.
Il faut se méfier de son style un peu Muay Thai adapté au MMA debout, qui reste dangereux. Il y a plusieurs de ses victoires qui partent de son pied-point et qui finissent sur un étranglement arrière au sol. Qu'est-ce que tu penses de Brendan Allen dans son ensemble? Bah écoute, je te rejoins, hein. Moi, je pense que Brendan Allen, j'ai noté un grappleur avec des compétences en striking. Ouais, j'aime bien. Et effectivement, il faut se méfier de son striking. Je pense cependant qu'il a eu aussi des défaites qui sont liées au fait qu'il n'ait pas utilisé son grappling et sa lutte, tu vois. Hmm. Et la preuve avec Chris Curtis, avec Sean Strickland. Chris Curtis, la deuxième fois où ils s'affrontent, il se rappelle qu'il est très très bon pour mettre au sol, pour grappler et tout, et il l'emporte dans une décision partagée, grâce à ça notamment. Ouais, Clairement grâce à ça même. clairement. Ouais. Si ça restait debout, il le prenait pas ce combat. Non, clairement, hein, c'était une décision partagée, hein. Il y a Ouais. eu quelques mauvais choix de la part on va dire, de Chris Curtis, mais c'était une décision partagée, c'était un combat très serré, alors qu'on voyait tous, enfin non, pas nous peut-être, mais on savait que ça allait être serré, mais normalement, Brendan Allen était passé censé Chris Curtis relativement facilement, quoi. Ouais, au vu de la direction de leur carrière respective, par Mm. rapport à leur tout premier combat, on s'attendait à ce que Brendan Allen ait créé un plus gros écart, notamment aussi sur la capacité à diriger un combat et en étudiant un peu le premier combat qu'il avait eu contre Curtis, où il devait forcément se dire, OK, dans cette revanche, il faut que je me considère comme le grappleur et que je sois plus entreprenant sur Mm. la partie lutte du combat, ce qui n'a pas été totalement le cas. Donc pour moi, il y a un peu cette interrogation du côté de Brendan Allen, j'ai cette impression qu'il va beaucoup à l'instinct. Je dis pas qu'il est incapable de faire des ajustements, je dis pas qu'il est incapable de venir avec une bonne stratégie, mais j'ai l'impression qu'il repose beaucoup son jeu sur son instinct et sur ses excellentes compétences et qu'il manque peut-être un peu cette approche stratégique du combat. Ouais, bah écoute, moi j'ai mis dans les points négatifs, hein, on n'y est pas encore, mais Fight IQ dans ses points négatifs, Ah, donc voilà. je pense qu'on est relativement d'accord. Alors, est-ce que c'est un problème de Fight IQ? Est-ce que parfois c'est une bonne, comment dire ça? Une bonne analyse de ses compétences? Un bon jugement sur ses compétences? Donc Mhm. parfois, bah effectivement, au premier round, on se sent bien, on dit ouais c'est bon, je suis un très bon striker, je peux échanger avec ce type-là. Et alors que le fossé, il se trouve au grappling, tu vois. C'est ça. Et en tout cas, je sais pas moi, vis-à-vis de Strickland, ce qui s'est passé, bon bah, il a commencé à se dire dans sa tête, c'est bon, je vais y aller debout, ça va être facile. Comme beaucoup contre Strickland, c'est ça le truc en fait. Je sais pas à quel point on peut juger celle-là parce que il y a Ouais. tellement de combattants qui se sont dit ah ça va aller debout contre Strickland et en fait ils passent 25 minutes à se faire un peu malmener debout ou pas complètement malmener mais à avoir plus de difficultés que ce qu'ils avaient Bah préanalysé effectivement, c'est contre peut-être pas le seul exemple, mais contre Chris Curtis, ça l'a été. ouais. On regarde sur les autres combats qu'il a fait. Il y a eu quelques combats où il a commencé debout, il s'est fait un peu surprendre là. C'est contre le Brésilien là, Bruno Silva, contre Bruno Silva. Alors il retouche en échange, mais mon il y a une ami, prise de risque il y a une prise de risque qui est ouais questionnante, hein, clairement. questionnante parce il se fait quand même, il se fait pas malmener debout, mais en tout cas c'est là où il est le plus en danger, on va dire. Ouais, en fait, il reste dans une dynamique où il y a un vrai risque pour lui, Mm. alors que ce que tu as dit est pour moi très correct. Euh, il peut prendre ses aises debout parce que c'est potentiellement, il estime que c'est un 55-45 pour lui debout, donc Ouais. il s'estime être capable de gagner dans ce département-là du MMA. Par contre, le fossé est en grappling et Mm. il va même pas le tester parce Non. que encore une fois, il fait une analyse en se disant, oh, je peux gagner ça debout, donc je vais rester debout. Voilà. Dans ses forces, forcément, on a le grappling qui se retrouve. Sa capacité à prendre le dos est vraiment bonne. Sa capacité à finir une fois qu'il est dans le dos est Mm. plutôt évidemment bonne. Et personnellement, j'aime bien l'intégration de son ground and pound dans son jeu au sol. En tout cas, face à Paul Craig, j'ai trouvé ça très très judicieux. Il attaquait avec les frappes à des moments opportuns et il cherchait plutôt les phases purement grappling, recherche de soumission aussi Mm. quand ça faisait sens. Et enfin voilà, quand tu domines comme ça Paul Craig au sol, c'est que tu as un sacré niveau au sol. Eh bien, tu vois, je pense que dans ce que tu dis, il y a, enfin, le fait de dominer Paul Craig au sol ne veut pas forcément dire que tu as un meilleur niveau que lui au sol. Mais par Mhm. contre, de ce que tu dis, quand tu intègres les frappes, Ouais.
là, ça te fait augmenter ton niveau. Et c'est drôle parce que j'en parlais hier avec un Jujitsuka qui venait faire son premier cours de MMA, de grappling au sol. Et je Mhm. lui expliquais, parce qu'il a découvert ce qu'était que le grappling avec les frappes. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, tu peux être je sais pas moi, une ceinture bleue contre une ceinture violette, tu vois. Mais Mhm. la ceinture bleue, si elle est habituée à frapper, à boxer au sol, tu vois, pour grappler, elle sera meilleure que la ceinture violette. Bah, en fait, on Et a eu là, en tout cas, l'exemple. Ouais. il semblerait que Brendan Allen se soit dit, ok, ça risque d'être serré si on faisait un combat uniquement de grappling, ça risquerait d'être compliqué. Je dois rajouter mes frappes pour pouvoir surpasser le niveau au sol. Et on a un très bon exemple évidemment avec Alan Eder qui va bientôt, c'est pas cette semaine, non, je crois, c'est peut-être la semaine prochaine, qui va bientôt participer au Dana White Contender Series. Donc c'est un de nos anciens combattants. Quand il était ceinture bleue, je l'avais mis au 360 contre une ceinture noire en MMA Mm. et il avait ruiné la ceinture noire juste par les frappes. Il finalise ça par ground and pound dans le premier round. Donc Mm, effectivement, mm. il y a toute cette notion qui est importante. C'est pas parce que l'autre est meilleur grappleur si vous vous rencontrez dans une compétition gi ou no gi, il te roule dessus. En MMA, c'est complètement différent parce que l'intégration des frappes change tout. Change tout, ouais. Bon, vous Mhm. connaissez, hein, il y a la petite expression, tu prends une frappe, tu descends ceinture marron, deux frappes, etc. Chaque fois que tu prends des frappes, bah, ton niveau diminue Ah bah à c'est chaque ça, fois. dans le premier round, entre Allen et Craig, t'as vraiment Craig qui se retrouve au sol en étant euh, à 100%, donc c'est vraiment Mhm. son niveau ceinture noire. On voit un Allen qui est plus dans le contrôle, mais qui envoie quand même quelques frappes pour maintenir cette position. Et par contre, dans le round 2, c'est suite à un knockdown, et dans le round 3, c'est de nouveau suite à un knockdown. Donc à chaque fois, le niveau de Paul Craig diminue au sol, et ça permet, dans le round 3, à Allen d'aller le soumettre. Donc, Mais bon, en ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette intégration, ce combat face à Paul Craig, va peut-être aussi apporter un peu de maturité, plus de maturité sur son niveau au sol Mhm. à Brendan Allen, et il va se dire, mais attends, déjà j'ai un très bon niveau, si en plus je rajoute les frappes, si c'est un moins bon grappleur, ça va être encore plus facile. Mm, mm, mm. Mhm. D'autres forces à souligner? Ça lutte dans la fatigue. Au final, il a montré quand même de belles choses. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il mette aussi facilement Chris Curtis au sol. Mhm. On se rappelle quand même que Chris Curtis, c'est quelqu'un qui avait un très très bon pourcentage de défense de mise au sol Avant de rencontrer Imavov, ouais. avant de rencontrer Imavov. Il l'a mis plusieurs fois, Imavov l'a mis 3 fois au sol, si je dis pas de bêtises. Attends, mais en Ouais, tout trois amenés au sol par Imavov sur Chris Imavov. En tout Curtis cas, il et a, il a 6 toujours par Allen. Ouais. 6 parallèles, voilà. Mais Et avant, en fait, désolé, je te coupe plusieurs non, fois, mais non, mais avant, il était à 100% de takedown defense, en fait. Jusqu'à voilà. son combat contre Imavov, il y avait 7 combats quand même. 7 combats avec une défense de lutte à 100%. Puis il rencontre Imavov, 3 amenés au sol subis. Puis dans le combat d'après contre Marc-André Barrio, aucune amenée au sol. Et puis il en Mm. prend 6 contre Brendan Allen dans la revanche. Mm, mm. Et je vous avoue que contre Brendan Allen, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compétent pour les mises au sol. Et je l'ai trouvé en regardant à nouveau le combat, je trouvais qu'il faisait ça très bien. Qu'il a, pour un grappleur, il a quand même. Enfin, j'ai pas envie de réellement le cataloguer comme grappleur entre guillemets sur sa lutte. Je trouve qu'il a une très bonne lutte qui est quand même assez diversifiée. Et à ça, il rajoute bien évidemment ses capacités à prendre le dos. Je trouve ça vraiment efficace, quoi. Ouais, donc en fait, on est vraiment dans une catégorie de combattants relativement complet. Il y a Ouais. juste un niveau largement supérieur dans son grappling, Mm. mais il n'est pas du tout mauvais en pied-point. Du Par tout, contre, il faut fait pas s'en méfier. partie de l'élite des strikers. Donc, il va gagner en pied-point contre les moins bons en pied-point, notamment contre Paul Craig. Ben, debout, il y avait pas photo forcément. En lutte, il est dans la moyenne haute, on va dire. Et Ah, puis j'ai en grappling, l'impression, ouais. il est au-dessus de la moyenne haute, Mm, bien mm, au-dessus de la moyenne haute. Donc voilà, on a un profil complet, mais vraiment avec quand même des domaines de préférence. Sur les points faibles, on a parlé de Fight IQ. Je trouve que debout, il est pas super à l'aise. Alors c'est pas qu'il est mauvais, mais je le trouve beaucoup moins à l'aise quand il est mis sous pression face à quelqu'un qui est mm. capable de mettre du volume en plus. Oui, je te rejoins Ouais. là-dessus, hein. Mm, Je, mm, je pense que ça mm. c'est la grosse ouverture pour les strikers, c'est de le mettre sur son pied arrière et d'être actif sur les actions offensives. Ouais, je pense que debout, en fait, moi personnellement, j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui travaille bien à l'entraînement, qui est assez propre, qui a des grosses jambes, qui a des bons kicks.
Ça passe plutôt bien à l'entraînement, mais effectivement, il manque un petit peu d'expérience debout, tu vois. Mhm. Tu sens que c'est pas son jeu, que c'est pas là-dedans qu'il s'est réellement construit. Et effectivement, sous pression, il manque un petit peu de solutions. Euh, ouais, bah, techniquement, ça peut être, ça semble pas mal, mais je pense qu'il y a encore du taf. Tu vois que c'est pas son background, quoi. Tu vois que c'est pas, qu'il a pas été construit là-dessus. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est ça. Tu vois qu'il y travaille, Ouais. mais que c'est pas, enfin voilà, c'est pas son domaine de prédilection. Et après, il a encore que 28 ans, donc peut-être que d'ici quelques années, ce sera aussi un jeu très Ouais. fin debout. Mais c'est en voie de développement, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il Mais y a je, d'autres mais je pense que ça en voie de développement. Je pense que ça peut continuer de progresser, sauf s'il cherche à le mettre en place en combat et qu'il prend des défaites debout, tu vois. Ça peut jouer sur sa confiance. Mhm. Et à un moment donné, il se dit bon bah je vais arrêter de forcer là-dessus. Vu où il en est dans la catégorie de poids, le haut de la division sont quand même des gars qui sont plus que capable debout. On a Israël Adesanya, c'est un striker. On a Mm, Whittaker, c'est quand même striker aussi. On a Imavov qui rencontre maintenant, ça va être plus dans la catégorie striker aussi. Strickland, qui l'a déjà battu debout. Donc au final, il y a que DDP qui a un profil plus complet, mais qui est aussi capable de mettre quiconque en difficulté debout. Donc là où il en arrive dans sa carrière, il a un peu deux choix. C'est soit je me transforme de plus en plus dans ce profil lutteur-grappleur MMA, ah soit je ouais, deviens très très fort en pied-point, au point de pouvoir rivaliser contre les noms que je viens de citer. Je pense que l'option 1 est plus réaliste. S'il veut performer sur le court terme, s'il a une vision à plus long terme, il peut envisager l'option 2, mais alors oui. il doit s'attendre à prendre des défaites en cours de route. Ça fait longtemps hein, qu'il est à l'UFC à monter très progressivement, tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais. il est chez Ali Abdelaziz, lui, non? En management, Je ça crois, par hein. contre, je sais pas. Je crois. Moi, je me rappelle qu'il y a déjà 1 ou 2 ans, j'étais étonné bah, du niveau qu'il avait et comment il montait très très progressivement suite à une défaite qu'il avait eue. Je crois. Mais Bah, c'est vrai que là, il est oui. sur 7 victoires consécutives et il n'est que huitième au classement. euh, Ça en dit long sur effectivement les marches qu'il prend. Pourtant, il y a 5 finalisations sur les 7. ouais, Donc, ouais. on sait que les finalisations, ça peut te faire un bond. Mais c'est vrai que quand tu regardes les noms qu'il a affrontés, il n'y Non, a pas eu de gros step-up du tout. Il n'y a pas eu un du moment où tout. il a fait un gros step-up. Non, du tout. Il est monté très progressivement. Mhm. Et bon, c'est des choix managériaux. Ouais. Et ah ouais, c'est vraiment ça. Bah, suite à sa défaite contre Chris Curtis. Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que l'option 1 est la mieux pour lui. Mhm. Et effectivement, je pense que dans tous les cas, ils vont continuer à le faire monter très progressivement du côté des managers. Et justement, alors là, je m'aventure parce que j'ai pas regardé ça, mais j'ai cette impression que effectivement, là c'est confirmé. Si takedown sur un combat, c'est de très très loin son record, très très loin. Mhm. Avant ça, il est sur du 0, 1, 2 takedown par combat à son avantage. Donc ça montre peut-être cette envie parce que Chris Curtis c'était un short notice. Je sais plus qui il était supposé affronter, mais Chris Curtis a step up un peu en short notice. Donc il se préparait pas pour Chris Curtis. Donc on peut pas avoir cet argument de il s'est préparé pour Chris Curtis avec cette envie d'amener souvent au sol. Il Mhm. était juste, enfin il avait déjà intégré ça un peu dans son jeu. Donc le fait qu'il batte son propre record sur son dernier combat, ça indique peut-être cette analyse de son côté de se dire ok maintenant dans le top du classement, si je veux vraiment m'imposer, il faut que je joue vraiment sur mes forces et que j'arrête de faire le rigolo à vouloir striker contre tout le monde et n'importe qui, puisque là, ça va commencer à plus passer. Ouais, 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 entièrement d'accord. Est-ce Ouais, qu'on non, c'est a... ça, hein, il est bien chez Ali Abdelaziz. Ah ben voilà, belle Quand, recherche. c'est fou ça. Quand tu vois des gars qui montent comme ça, tu vois, avec une sélection de combattants, tu dis, c'est bizarre quand même, pourquoi Ouais. il... Eh ben, tu sais il y a Ali qui est derrière. C'est C'est pas, donc ça. c'est pas pour rien que c'est le manager numéro 1. C'est clair, c'est clair. Il sait, voilà. Ouais, il sait comment faire monter ses gars sur base de leur potentiel. Tu vois un Islam Makhachev, il l'a... attends, je suis pas en train de dire une bêtise. Hein. Ah Non, Islam, c'est bah, bien chez lui. Il l'a ouais. propulsé parce qu'il savait qu'il avait le niveau. Et quand tu vois d'autres gars, il les fait monter plus progressivement parce qu'il sait qu'ils doivent prendre en maturité avant de pouvoir affronter le top de la division. Bon, Islam, il l'a fait monter au tout début. Bah, il a propulsé au moment où il le sentait prêt, quoi.
Ouais, voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que franchement, quand il est arrivé, tu regardes ses premiers combats, Leo Kuntz, il se fait surprendre par Adrian Martins, mais à la toute base, c'était un bon match-up. Après, Chris Watt, Nick Lenz, Gleison Thibault, tu vois, Kajan Johnson, on sait même pas qui c'est. Et Armand Tsaroukian, c'était un last minute, mais sinon c'était Francisco Trinaldo. C'était un gars qui était, je pense Ouais, pas ouais. classé non plus. Donc t'avais quand même c'était progressif. Et puis exploser quand c'était bon. Alors que Ouais. ici, Brendan Allen, c'est progressif, mais il n'y a pas Attends, eu d'explosion une Davi fois dans le top Ramos, Drew 15. Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, tu vois, ça allait quoi. Bobby Green. Ah, j'avais oublié que son run était aussi long. Et En fait, il a vraiment été ouais, propulsé sur les 2 derniers, quoi. bah il a été propulsé. Attends, Bobby Green, c'était un. Ah non, il Non, avait juste sur les derniers, en fait. Ouais, ça devait être Benel Dariush. Ah, voilà, voilà. Bon, Mais à chaque fois, c'était bien choisi. Je pense ouais, qu'à ouais. chaque fois, en plus, il était favori. Il faudrait regarder, hein, mais ça joue Ouais, aussi beaucoup sur le du coup, management. Tu regardes si le gars il est à l'UFC et quasi tous ses combats il est favori, tu regardes qui est le manager. On va dire ça comme ça. ah ben voilà. Et là, c'est la première fois, du coup, sur le run de Allen où il est pas donné favori. Non, Mais le fait qu'on ait un bon management derrière qui reste une il faut se force, méfier voilà, il faut se méfier, exactement. Il faut parce s'en que méfier. Ali Abdelaziz a cette expérience de savoir contre qui placer ses gars, sauf quand c'est Abus Magomedov et qu'il va le placer contre Sean Strickland. ouais, et il le sait et je pense que les bons managers aussi donnent un peu leur avis sur le game plan, tu vois. Ouais, exact, exact. Et lui, Forcément. je pense que c'est le cas. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres axes d'amélioration pour Allen? Axe d'amélioration, non. Ok. Non. Moi, je trouve que, en tout cas, voilà, il doit vraiment se spécialiser pour la suite. On est aligné là-dessus. Bon, sinon, généralement, ceux qui ont mauvaise haleine ont également une mauvaise hygiène. Donc, pour eux, je conseille de foncer sur le site de notre sponsor, Onae, qui font des savons qui savonnent. On a fait la promotion du savon que j'ai ici en main, du SAS, de BSD. Aujourd'hui, il est sold out. Coïncidence? Je pense pas. On fait des super promos, c'est tout. Alors, aujourd'hui, je vous C'est vrai, il est conseille... sold out. En plus, Il est sold out. c'est Il le est seul sold que out. j'ai testé. Pour l'instant, enfin, et franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Et Ah, vraiment, vraiment cool. ouais, ben, honnêtement, ça c'est le point commun de tous leurs savons, c'est qu'ils sentent vraiment, vraiment bon. Alors, maintenant qu'on a fait un sold out sur le SAS, je propose qu'on fasse un sold out sur mon favori, le Freezer. Pour les gars chauds comme moi, Le ça quoi? permet de garder le Freezer. Tu l'as Montre-moi. pas reçu? Bah, il est dans ma douche. Ah bah, Et presque vide là. je pense pas C'est que le je l'ai reçu, bleu, le freezer. c'est le bleu clair. Bon ben, je t'en ferai cadeau. S'il est pas sold out avant notre là la communauté, elle va se ruer dessus. C'est pas fait pour les gars chauds comme moi. Ça permet de garder la tête sur les épaules, mais surtout de garder la tête sur des épaules propres. C'est important. Les tester, c'est les adopter. Vous avez moins 10% avec le code FM10. On vous a mis le lien en description. Foncez avant que ce soit sold out. Bon, après, si c'est sold out, c'est pas grave. Il y a d'autres savons. Et comme vient de le dire Brian et moi, tous les savons de Onae sentent bon. Ok. Nassourdine. J'ai envie de faire l'effet inverse avec Nassourdine. J'ai envie de commencer par les faiblesses qu'on lui attribuait sur le début de son run à l'UFC. On disait qu'il reculait beaucoup en ligne. On Hmm. disait qu'il contrôlait pas très bien ses émotions et que ça pouvait le sortir de son combat. On disait qu'il ne gérait pas super bien son énergie. À ce jour, j'ai l'impression que ces 3 points ont disparu et qu'en plus de ça, ses forces se sont vachement accentuées. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, que ces 3 points ont disparu, je veux bien que tu argumentes. Moi, j'ai un point qui a disparu. Enfin, on imagine qu'il a disparu, mais sinon, vas-y. Gestion des émotions. Bon, alors évidemment, Gestion contre des Kane- émotions. Attends, il affronte. J'arrête Cannonier. Cannonier, c'est pas le gars qui va le Oui, mettre. c'est vrai que c'est le gars qui allait pas le sortir de ce truc. Mais donc c'est plus spéculatif. Et puis il y a aussi, on l'a déjà sorti. Hein. Oui, le reportage sur Ouais. Imavov sur la chaîne. Son entourage. Alors je sais que son entourage va pas ne pas, enfin dire le contraire, mais son Mhm. entourage semble dire que voilà, il est beaucoup plus froid. Et le problème qu'il avait par le passé, c'est qu'il comprenait pas pourquoi les gens faisaient du trash talk et donc il répondait à ça. Et donc maintenant, il a cette compréhension du côté business du MMA et donc il comprend que quand les gens le trash talk, etc., c'est pour des raisons business et il rebondit plus dessus. Et ça, c'est vrai. Il rebondit plus sur les réseaux, sur les trash talk, etc. Donc moi, je pars du principe. Ça reste de la spéculation, certes, mais Mhm. gestion des émotions, c'est au point, selon moi. Bon, Le écoute, fait de, spéculation.
Ok. Voilà. Pourquoi pas? Après, clairement, ne pas répondre sur les réseaux, je vois pas le rapport entre répondre dans une cage et ne pas répondre sur les réseaux, tu vois. Ah, ça peut donner des petits indicateurs. Ouais, bah, je préférais qu'ils répondent sur les réseaux et qu'ils répondent pas dans la cage, tu vois. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Mais on va Après, partir, j'ai commencé par dire j'ai l'impression. J'ai pas oui, dit les 3 points ont on disparu. va partir du principe que c'est travaillé et, oui, et que ça va fonctionner. Alors, gestion d'énergie. Je trouve que là-dessus, on est bien mieux, en tout cas, C'est vis-à-vis de quoi que tu penses ça? alors, que ça n'allait pas, c'était contre Buckley. Ça, c'est Ouais, ça, je le suis plus mauvais entièrement exemple. d'accord. Et que ça allait, je trouve que sur Cannoneer, il y a plutôt une très bonne gestion de l'énergie. Contre, là où il y a peut-être un contre-argument, c'était son avant-dernier combat contre Dolidze, parce qu'il essaye de le terminer dans le premier round. Mais mon contre-argument à ça, c'est qui n'aurait pas tenté de terminer dans cette situation-là. Je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, le fait qu'il y ait un finish dans le 4e round contre Cannonier, ça me donne quand même cette impression qu'il y a cette gestion d'énergie parce qu'il en a gardé suffisamment pour être capable d'aller chercher un finish dans la 4e reprise. Alors je sais, il y a toujours des gens qui en commentaire vont re-rentrer dans ce débat de la controverse de ce finish. Nous, on en avait déjà parlé. Dans tous les cas, il a été capable de faire largement vaciller Cannonier dans un 4e round, dans le combat qui était quand même assez soutenu. Et sur le recul en ligne, moi je trouve qu'il y a beaucoup... On se rappelle contre Strickland que dans le 5e, il était encore très performant. Effectivement, on peut argumenter sur le fait que quand Strickland a déjà 4 rounds, mais il s'en fiche un peu du 5e peut-être, mais il était encore très performant. C'est ça, comme on en a parlé avec Moïcano. Exactement la même chose contre RDA. On avait dit, ok, RDA, il a ses 4 premiers, donc peut-être qu'il met le pied sur le frein dans le 5e. Cela n'empêche que quand tu te fais malmener pendant 4 rounds et que tu arrives à faire ton meilleur round dans le 5e, ça montre aussi que t'en es capable et t'es capable d'avoir encore suffisamment d'énergie dans le 5e pour être performant. Et donc sur le fait qu'il reculait beaucoup en ligne, c'est peut-être encore le cas quand il est acculé, mais il compense ça par des mouvements proactifs latéraux, des mouvements latéraux proactivement. Chose qu'il faisait beaucoup moins avant. Avant, il était beaucoup plus sur du in and out à tout moment du combat. Maintenant, il va toujours attaquer, ou en grande majorité, continuer à attaquer en ligne sur des in and out. Dans les blitz de ses adversaires, il va toujours continuer à reculer en ligne, mais c'est moins grave qu'avant parce que il a une meilleure conscience de où il se trouve dans la cage et il va lui-même se déplacer latéralement sur les moments neutres. Bah ça par contre, j'attends de voir, je t'avoue. Ok. Sur une réelle progression là-dessus, je trouve qu'il a une bonne compréhension de la distance, effectivement, et donc ça m'a pas trop perturbé ses déplacements, ses désengagements en ligne dans sa manière de défendre. Je trouve que c'est bien des combattants de ce type-là. En fait, dès que tu essayes de le boxer, le gars il est déjà 2 mètres en arrière, tu le touches pas. Ça peut être problématique sur des gars qui exploitent ça, qui exploitent avec des blitz comme tu l'as dit ou avec des low kicks en dernière frappe. Mais j'ai pas eu l'impression, en tout cas sur ce dernier combat, que qu'il y a eu un gros travail de fait sur le footwork, tu vois. Après, comme tu le dis, il a pas encore rencontré quelqu'un qui est capable de bien bosser en d'exploiter ça, tu vois. De blitzer, de shifter. Ici, Brendan Allen n'est pas non plus... Il a un direct plongeant, Brendan Allen, qui pourrait ennuyer quelqu'un qui recule beaucoup en ligne, surtout quand ce dernier serait proche de la cage. Maintenant, Allen, voilà, c'est pas un Whittaker, par exemple. Whittaker, c'est le type de profil qui serait capable d'exploiter ça, de Dricus du Plessis également. Ouais. Mais je pense qu'il y a des petites habitudes, par contre. Comme tu le dis, pour moi, de reculer en ligne comme ça, de désengager, c'est pas un problème. Par contre, d'avoir toujours cette défense-là, et il l'a montré, par exemple, contre Dolidze, qui recule toujours avec un cover en ligne et un bras devant, c'est des choses qui peuvent être exploitées par des strikers. Donc, tu le vois faire une fois, et puis la deuxième fois, tu feintes ton overhand, t'envoies un middle, par exemple. L'ouverture, elle est au corps, ce genre de choses. Mais je pense pas que ce soit, pour ce combat-là, je pense pas que ça sera exploité, tu vois. Exactement. Pour ce combat-là, si le défaut existe encore, c'est pas grave. Mais par contre, on aimerait bien voir que ce soit travaillé parce que, comme j'ai dit, un Whittaker, un Dricus, ça va capitaliser dessus. Et un Adesanya aussi, c'est typiquement la fois où il sonne Pereira en fin de premier round de leur premier combat MMA, c'est typiquement ça, c'est de la lecture du jeu sur un stiff arm et un cover de l'autre côté, c'est le overhand qui vient passer et puis le crochet au moment
le cover n'est plus présent. Donc Ouais, ça donc c'est exploitable par le haut plus de la ça. division. Ça serait plutôt alors comme défaut le fait que ça manque un peu de variété défensive qui pourrait être Hmm. exploitée par d'excellents strikers. Ça, on n'en a jamais parlé réellement, même si ça fait sens, mais on parle souvent de varier son jeu offensif pour donner des informations à son adversaire et pour que l'adversaire soit un peu perdu et noyé dans, OK, Mhm. est-ce qu'il me feinte? Est-ce qu'il m'envoie une single attack? Est-ce qu'il m'envoie une combinaison? Est-ce que sa combinaison termine avec un low kick ou un high kick, etc. Ça crée la confusion défensive chez l'adversaire, mais avoir plusieurs systèmes défensifs bien en place, ça permet aussi à l'adversaire de pas lire tes réactions défensives et de pas trouver Mhm. les ouvertures sur des patterns. Ah bah nous c'est ce qu'on bosse beaucoup à la salle, hein. La variété défensive, c'est normalement s'il y a une frappe qui est passée, par exemple t'as mis un cover, tu sais que derrière ça va être normalement nous on travaille la lecture de jeu, donc tu sais que si tu refais la même chose, tu risques de te prendre un coup au corps et donc tu désengages ou tu engages, enfin. Ouais, je pense que c'est important, hein. Surtout. Profitons-en, Ouais. profitons-en. Tu dis nous, on, au cours. Ouais, Tu ouais, c'est viens vrai, tiens. d'ouvrir une nouvelle salle. Tu viens d'ouvrir une nouvelle salle. J'ai Désolé pas, les gars pour j'ai ça coupe un peu le podcast en deux, mais je pense que c'est un bon moment pour voilà pour discuter de du nouvel endroit où tu donnes cours. Voilà, Voilà. j'ai pas ouvert une nouvelle salle, hein. J'ai déplacé mon club et puis on va dire que ouais, je développe maintenant, je suis à 100% aux commandes de mon club, de mon équipe. Et donc maintenant, je suis en presque plein centre de Bruxelles, à Louise, dans la salle Phoenix, ADA. Et on a 5 entraînements semaine, 6 pour les compétiteurs. Et c'est mardi, jeudi, samedi. Et donc voilà, donc c'est moi qui donne le cours. Ouais, on se Et disait ça se passe qu'il y bien, avait c'est le lancement, hein? non, je disais justement qu'on allait dire, enfin, on se disait en off qu'il y a peut-être pas mal de Belges qui nous écoutent, pas mal de Ouais, c'est Belges vrai, sur parce que j'en Bruxelles qui croise nous ici, écoutent hein. et qui savent pas que tu donnes cours ou qui veulent Effectivement. commencer le MMA et qui savent pas où commencer. Donc voilà, maintenant il y a une très très bonne option pour tous ceux qui savent se rendre à Louise, au centre de Bruxelles. Ouais, Voilà, s'ils veulent des informations, ils peuvent contacter sur Instagram. effectivement. Et s'il y a des Français qui veulent passer en guest, venir se préparer ou des trucs comme ça, vous êtes les bienvenus, vous me contactez. Euh, et c'est ouvert à tout le monde, hein. Moi, alors clairement, les entraînements sont des entraînements destinés, entre guillemets, hein, destinés à tous, mais avec une stratégie de compétition. C'est-à-dire que je fais pas du loisir, on fait pas 50 pompes, 30 minutes d'échauffement. Non, non, j'ai des compétiteurs, des débutants, des loisirs. Tout le monde s'entraîne ensemble. Donc effectivement, pour les loisirs, les débutants, ça peut sembler aller vite. Mais c'est aussi une stratégie d'apprentissage, de mettre dans le bain et tu t'accroches. Et puis, bah, au bout d'un an, tu, on va dire que tu t'as un peu plus avancé que si on avait fait d'abord un, puis deux, puis trois. C'est Ouais, une méthode un peu globale comme ça. et je peux confirmer que ceux qui veulent pas faire de compétition peuvent aussi s'inscrire chez toi. C'est le cas de mon beau-frère. Et Hmm. pour bien s'accrocher, alors là, je fais la pub chez moi, c'est venez dans le garage Fight Minds et moi, je vous donne des cours privés d'initiation de MMA. Comme ça. Encore. Voilà. Non, non, je déconne, mais non, Ça, ça peut être une bonne option, ouais. l'attention est sur toi. Donc, tous ceux qui sont Bruxelles alentour ou même qui veulent faire un camp d'entraînement aux alentours de Bruxelles, si vous habitez en France, contactez Brianne. Moi, ça fait des années que je le dis. En Belgique, c'est ce qui se fait de mieux en termes de coaching. Donc, allez-y, les yeux fermés. Et en plus, maintenant, avec la nouvelle salle, elle m'a l'air spacieuse. En tout cas, les échos que j'en ai, puisque ça fait quoi, 3 semaines que tu as commencé là Ouais, réellement, 3 semaines. sont très, très positifs. Bon, c'est top. C'est Donc top. voilà. Continuons sur Nassourdine. Désolé d'avoir coupé à tous ceux qui étaient à fond dans l'écoute sur Nassourdine. Après, on l'a déjà beaucoup analysé, donc on a un peu Hmm. établi en quoi ses faiblesses sont encore des faiblesses ou ont disparu selon l'avis qu'on peut avoir dessus et la spéculation qu'on a envie de faire dessus. Est-ce que tu as d'autres faiblesses du côté de Nassourdine? Et puis on peut Mais, faire l'éloge de ce combattant en termes de ouais, force. sur la gestion d'énergie, sur la question de la gestion d'énergie, je me posais quand même la question sur sa musculature, tu vois. Hmm. Il a un dos énorme, il a un haut du corps Mhm. énorme, musculairement parlant. Et je trouve qu'il a pas des grosses jambes, tu vois. Et souvent Mhm. c'est lié, hein. T'as pas des grosses jambes, t'as un gros corps. Et pour moi c'est un avantage, hein. Oui. On a pas mal de combattants qui ont des jambes relativement fines, mais un haut du corps très très volumineux.
John très Jones. puissant. Ouais, John Jones, entre autres, mais Saladin Parnasse aussi. Mhm. Le haut du corps, c'est un haut de corps de 85 kilos, tu vois. Des jambes un peu plus légères. Et moi, je trouve ça très efficace parce que il a un très bon jeu de jambes, il se déplace bien, il fatigue peu, il a des jambes endurantes. Endurance, ouais. Et un haut du corps qui lui permet de pouvoir faire mal, frapper lourd. Mais Mhm. par contre, le principal défaut que j'y vois, c'est que ça peut accumuler beaucoup de fatigue dans les phases de lutte, tu vois. Sur le haut du corps ou sur le bas du corps? Sur le haut du corps, sur le Sur haut le du haut du corps. corps. C'est-à-dire Ok. que dès qu'il va se retrouver à devoir lutter, je pense qu'il est difficile à mettre au sol parce il est très fort pour entrer les bras. Mhm. Mais au fur et à mesure que ça avance, je pense que cette fatigue, tout l'acide lactique rentre dans les muscles et ça devient difficile. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je me pose la question sur la gestion d'énergie, s'il n'y a pas une gestion un peu plus physiologique aussi. Hmm. Préserver préserver le haut du corps, son explosivité, sa puissance, et éviter de se retrouver dans des phases plus endurantes, dans du pummeling, tu vois, en lutte, Hmm. qui pourrait lui porter défaut. Ce que tu viens de dire va être intéressant par rapport à la partie game plan du côté de Allen. Parce que j'avais pas Exactement. pensé à ça, mais j'ai quelque chose dans mon game plan pour Allen qui se complémente à ce que tu viens de dire. Et on fera peut-être un lien avec Georges Saint-Pierre Ouh, contre ok. Big Pen. Ok, ouh là, ça remonte là. Le 1 ou le 2? Je ne sais plus. Quand il finalise ou quand il finalise pas? Le premier, je pense. C'était. Alors quand il finalise pas. En termes de force, bon, on a déjà beaucoup parlé. Hein, moi, je le trouve très précis. Ses frappes semblent piquer, c'est ce que tu viens de dire. Le haut du corps, je pense que ça lui donne une bonne pêche. Alors, il a pas encore montré un knockout power sur une frappe, mais je crois que t'encaisses un jab contre lui et tu fais, j'ai pas envie d'en encaisser 15 supplémentaires. Il est rapide. Il est endurant avec ses jambes, comme tu l'as dit. Tant qu'il a de l'espace pour bosser, il bosse très très bien. Et ouais, il sait quelle frappe envoyer à quel moment. Je trouve que ça se ressent de plus en plus sur son anglaise. Et voilà, on en avait déjà parlé, hein, une lutte efficace dans laquelle il essaie d'utiliser le moins d'énergie possible. Au sol, en bon contrôle. Il peut être vicieux aussi, mais j'avais toujours dit que il a l'air gentil tout ça, mais que à mon avis c'est un bon vicieux. Il aime faire mal, tu vois. Il a ce côté j'aime faire mal Ouais, à mon écoute, adversaire. Et dans les choix c'est de une qualité, technique, hein, clairement. Ouais. dans les choix de technique, quand tu vas sur des stop kicks, tu vois, Mhm. les side kicks dans les genoux, tu sais que ça va pas faire mal, tu vois. Je crois qu'en dehors de la cage, il est très très gentil. Ah Je ouais, crois que dans une cage, sparring ou hors sparring, c'est un peu moins ton pote, tu vois. ah ouais, 100%, hein. Ouais. 100%, Et c'est une force, les c'est une genoux. grande force en MMA, ça. Ouais, clairement. Clairement. Je te rejoins. Moi, j'avais noté, oui, je pense que son anglais, c'est vraiment son point fort. Son intelligence de combat, de toucher sans être touché. Oui. Je pense que c'est vraiment important, notamment dans le temps, Ouais. mais aussi dans les compétences de boxeur. Ça doit être une base Mhm. de toucher sans être touché. Alors certains peuvent dire oui, il est pas très bagarreur ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est la base, quoi. C'est la base qui permet d'arriver, d'être à son niveau, tu vois. Mhm. Donc je pense que ça, c'est une grande force aussi. Et puis, t'en avais parlé, il est difficile à toucher. Il n'y a pas encore une variété dans sa défense, mais par contre, il reste difficile à toucher parce qu'il a cette bonne gestion de la distance, il a des déplacements rapides et efficaces. Donc voilà, c'est pas facile de connecter correctement sur Nassourdine Imavov. Exactement. Et par conséquent, on rentre dans les game plans. Et moi, justement, pour Allen, face à quelqu'un qui est Quelles sont les difficile. clés pour Allen? Voilà, Et c'est ça. Allen. C'est ça que t'allais dire. Elle est bonne celle-là. Ok. Tu m'as pris de court et je pense que les gens vont apprécier que pour une fois c'est pas moi, même si j'en ai fait une plus tôt. Et les gars, vous avez deux blagues aujourd'hui, Ouais. c'est Je pensais que tu l'avais prévu celle-là, non? Non, même pas. Et le pire, c'est que je pense que dans une précédente vidéo sur Brendan Allen, des gens avaient mis en commentaire, genre, qu'ils s'attendaient à la blague et qu'ils avaient été déçus que je l'ai pas faite. Voilà, j'espère qu'ils seront satisfaits c'est que moi c'est qui toi l'ai qui, voilà, c'est ça. Donc, moi, ce que je me suis demandé, c'est comment aborder le combat contre Imavov quand tu es Allen. Et première chose à faire pour moi, c'est observer les défaites de Nassourdine et de voir si tu es capable de les répliquer. C'est toujours ça. S'il y a un blueprint qui est déjà imprimé, bah, tu t'en inspires. Alors, celle de Strickland, je pense pas que Allen soit capable de répliquer ce que Strickland a fait. Non. Phil Hawes, c'est la deuxième.
Phil Hawes, je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer. D'autant plus que, donc, ce que j'entends par faire une Phil Hawes, c'est coller à la cage à la première opportunité, favoriser le contrôle. Et là, tu as Phil Hawes qui a eu plus de 11 minutes de contrôle sur 15 minutes de combat. Et si tu regardes Cannonier sur les 3 premiers rounds, par round, il a 2 minutes de contrôle. 2 minutes 5 dans le premier, 2 minutes 16 dans le deuxième, 1 minute 57 dans le troisième. Dolidze, sur 25 minutes, il a 10 minutes et 11 secondes de contrôle sur Imavov. Hawes, comme je l'ai dit, il a 11 minutes de contrôle sur 15 minutes. Alors oui, Nassourdine prend des rounds contre certains de ses combattants, malgré du contrôle adverse, parce qu'il est percutant avant que le cage control ait lieu. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'il y a du temps à prendre. Certains combattants sont capables de contrôler Nassourdine à la cage, et si Nassourdine n'a pas été percutant avant ce moment-là, ou si dans ton cage control, toi-même, tu es un peu efficace avec un schéma offensif, ou encore si tu arrives à amener au sol par derrière, c'est un chemin vers la victoire contre Nassourdine Imavov. Et en 3 rounds, t'as pas besoin de tant de contrôle que ça pour aller prendre des rounds. Tu dois en prendre que 2 au final. Écoute, je pense que tu as tout dit. Moi, c'est ce que j'ai écrit aussi. Ah ben voilà. Le clinch, la pression à la cage. Ouais. Pour moi, c'est la clé du combat. La clé Allen, ouais. La clé du combat. Je pense que effectivement, on a vu Imavov ne pas être réellement mise en difficulté quand il est dos à la cage, clairement. Mais comme tu l'as dit, c'est du temps de contrôle. Et alors, la force que Brendan Allen a et que les autres n'ont pas, n'avait pas, c'est sa capacité à prendre le dos. Et je trouve une lutte... je le trouve assez compétent en lutte. Je pense qu'il pourrait trouver des opportunités en menaçant de mettre au sol pour se placer dans le dos et présenter, en tout cas aux yeux des juges, un schéma offensif suffisamment convaincant, tu vois. Ouais. Pour prendre les rounds, parce qu'il a été suffisamment convaincant contre Chris Curtis. Pour certains juges, hein, si on se rappelle, son schéma offensif sur certains rounds, alors pas sur le dernier, parce que sur le dernier, je trouve que il a un bon schéma offensif en grappling, mais il vole le dernier round grâce aux 10 dernières secondes, tu vois. Et ça lui vaut la victoire. Et ça lui vaut la victoire. De justesse. Et il y a quelque chose que tu viens de dire, c'est important d'insister dessus, c'est Nassourdine, quand il est dos à la cage, pris au clinch, en contrôle ou en lutte à la cage, effectivement, il encaisse pas beaucoup. Il arrive à bien nullifier le jeu de ses adversaires. Il se fait pas beaucoup dominer, mais pour prendre un 19, t'as pas besoin d'être ultra clair, tu vois. Tu prends juste ton temps de contrôle, tu mets quelques coups de genou, tu viens prendre une fois le dos. Si avant ça, il n'y a pas eu grand-chose du côté de Imavov, c'est amplement suffisant pour prendre le round. Donc, ok, t'as ce côté chez Imavov de je prends pas beaucoup de dégâts quand je suis dos à la cage, mais si avant ça, il a rien implémenté lui-même à distance de pied-point, ben, il perd le round. Et donc ça, c'est une grosse opportunité pour Brendan Allen dans ce combat. Et comment obtenir ça? Je pense que Brendan doit chercher à essayer de mettre le plus possible la pression. Peut-être à distance, c'est favoriser les low kicks, parce qu'on sait que le style, par défaut de Imavov, c'est assez sujet au low kick. D'ailleurs, si on regarde les statistiques des combats de Imavov, il en prend pas mal. Ça a jamais été une autoroute vers la victoire, les low kicks contre Imavov, mais il en a encaissé dans je pense chacun de ses combats est au-dessus de 10. Donc il y a quelque chose à exploiter là-dessus. Et dès qu'il y a une opportunité d'aller clincher, pousser à la cage à partir de ça, tu prends cette opportunité. Ouais. Ok, ouais. Bah, le fait qu'on soit aligné, le fait qu'on soit aligné, ça va nous permettre d'avancer très vite sur la partie game plan. Il y a quelque chose d'autre de ton côté? Non. Alors bien évidemment, hein, c'est pas juste faire ça pour Brendan Allen. Je pense qu'il aura d'autres ouvertures. Je pense qu'il doit quand même échanger un petit peu de bout avant de réussir à le bloquer. Mais oui, en tout cas, ça devrait être le chemin. T'as un peu ce que tu disais en intro. C'est pas une opposition de style parce que t'as pas vraiment le pur striker contre le pur grappleur, mais tu dois voir, en tant que combattant, là, d'un côté comme de l'autre, ils doivent appréhender le combat un peu comme une opposition de style. Genre, du côté d'Imavov, c'est pas du tout dans son intérêt de se retrouver au sol. Peut-être circonstanciellement, si lui est au-dessus, quand il reste pas trop longtemps dans le round, ça peut valoir la peine, mais il doit vraiment aborder ça en mode genre rester debout. Et à l'inverse, Brendan Allen, il doit vraiment passer un minimum de temps à distance de pied-point. Je vais plutôt le dire comme ça. Ça peut être debout, mais alors si c'est debout, c'est au clinch à la cage que il y a le
le chemin de la victoire pour Allen. Du Ouais. côté de Nassourdine, quelles sont ses clés stratégiques dans le combat? Euh, Mettre Allen sur le pied arrière, c'est une bonne base. je Comme j'avais pense, dit. ouais, Ouais. ouais. Moi, je pense que Imavov euh, doit s'imposer. Il va Mhm. s'imposer debout. Il doit s'imposer debout. Le principal danger, effectivement, c'est d'être contrôlé à la cage. Je pense qu'ils le savent, que la team le sait, et je pense que le danger est aussi au niveau du sol, de la prise de dos. On est quand même que sur un 3 rounds. Mhm. Moi, personnellement, je pense que ça favorise, que ça privilégie Brendan Allen. Mhm. Même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est l'inverse. Ouais. Effectivement, Imavov est plus explosif, ce genre de choses, mais une prise de dos, un contrôle installé, c'est un round de prix, comme tu l'as dit, ça peut aller très vite. Mhm. Ça peut aller très vite. Et Et c'est plus d'opportunités, enfin voilà, t'as plus d'opportunités sur 25 minutes d'aller chercher un dos et peut-être même d'aller chercher une soumission sur 25 que sur 15 minutes. Donc effectivement, dans cette idée-là, le 3 rounds est plus avantageux pour Nassourdine. Maintenant, mon contre-argument à ça, c'est que ici, ah non, Nassourdine peut être... moi je pense que c'est plus avantageux pour Brendan Allen le 3 rounds. Ah, c'est ça, ok, Ah ok, ok. oui, moi je pense D'accord, l'inverse, d'accord. je pense l'inverse. Je Ah, parce pense que pas que j'allais partir sur mon contre-argument sur ça. C'est plus avantageux pour Brendan Allen d'être sur 3 rounds, oui, parce que Nassourdine... Attends. Non, je m'embrouille, je m'embrouille. Non, il y a un contre-argument à ça, c'est que bien sûr Nassourdine... qu'il y a un contre-argument, Ouais, bien ouais, sûr. voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais je pense quand même que Brendan Allen en 3 rounds sur ce combat-là, vu qu'on est un peu sur une opposition de style, et il l'a montré hein, contre Chris Curtis, il arrive à prendre le dos, il arrive à prendre des rounds, tu vois. Ouais. Et le problème, bah, c'est Oui, c'est plus que facile de prendre 2 rounds sur 3 que de prendre 3 rounds sur 5. voilà, et que Donc c'est avantage Brendan. dans la Ouais. fatigue, par exemple, je vois quand même Imavov être plus performant dans le 4 et 5 en termes de striking, par exemple. C'est ça. Si Et donc c'était c'est en plus... synchrone, je pense que s'il survit au grappling de Brendan Allen au premier, deuxième, par exemple, ou s'il se fait mettre au sol et qu'il perd son premier et son troisième round, personnellement, je suis persuadé que si c'était en synchrone, il prendrait le 4 et 5 sans trop de difficulté, tu vois. Ok, ouais, j'ai totalement l'argument. Voilà. Et j'allais dire l'argument de l'autre côté, c'est pour Imavov tenir quelqu'un à distance, ça peut te demander beaucoup d'énergie, et donc sur 3 rounds c'est plus avantageux parce que voilà, t'as 2 rounds en moins où tu dois donner de l'énergie pour garder ton adversaire à distance. Ouais, mais Mais moi personnellement, après voilà, hein. dans la Dans la balance, c'est pour balance, Brendan, ouais. je vois légèrement un avantage pour Brendan. J'aurais été plus rassuré que ce soit en synchrone. Ok, Voilà, ok. je vais le dire comme ça. Et donc, vu que j'aurais été plus rassuré que ce soit en synchrone pour Imavov, je pense que ça avantage légèrement, hein, légèrement Brendan Allen. Mhm. Malgré le côté un peu physique, explosif, où on peut se poser la question sur sa gestion d'énergie. Ouais. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il a pris en maturité sur sa gestion d'énergie. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, sur sa dernière victoire, il gagne au 4e round. Tu vois, Mhm. face à un Et gars qui a bloqué, et 4e round, bah, il est encore là et il le termine, tu vois. Il l'aurait alors, pas terminé, enfin, il l'aurait pas. ouais, Entre guillemets, ça aurait été peut-être plus compliqué en 3 rounds. ouais. Je fais un petit step back parce que quand tu parlais de l'énergie dans le haut du corps de Nassourdine qui pouvait lui poser problème au clinch, etc. Évidemment, j'avais dit qu'on faisait le lien quand on parlerait de game plan. On l'a fait avec Allen. Donc, le fait que Allen, sa route vers la victoire, c'est le clinch à la cage, etc., etc. Ça s'incorpore à ce que tu avais dit aussi avec la fatigue dans le haut du corps de Nassourdine. Un combat où tu as beaucoup de cage control, beaucoup de clinch, bah, à partir du moment, ça risque de peser sur Nassourdine. Ouais, là, c'était pour qui ça? Ah, Je pour voulais juste Brendan faire le Allen. lien, Ah ouais, oui. Ah je oui, c'est vrai, fais, on a oublié d'en parce parler. qu'on avait dit qu'on allait faire un parallèle et puis finalement on n'a pas fait le parallèle. Peut-être que Ouais. certains de l'audience ont fait le lien tout seul, mais voilà, Ouais, c'est là vrai. on l'a fait. Maintenant on peut passer Et juste à le parallèle, c'est Georges Saint-Pierre qui, quand il a affronté BJ Penn, dans sa stratégie, c'était de le lutter à la cage pour fatiguer ses épaules. BJ Penn était réputé pour son anglaise, tu vois, l'anglaise, pour ouais. envoyer ses frappes rapides, toucher sans être touché. Et donc la stratégie, c'était de comprimer ses épaules pour que le sang remonte dans les épaules et qu'il soit beaucoup plus lent après.
Ah ben on a un très bon exemple du coup parce qu'on a un Nassourdine qui a une excellente boxe anglaise et donc forcément si tu Ça t'inspires pourrait d'une être stratégie intéressant. Georges Saint-Pierre, Mm. il y a pas mieux, il y a pas mieux. Exactement. Alors pour Nassourdine, moi ce que j'avais noté c'était le volume forcément, Ouais. imposer un certain volume debout et principalement en volume dans l'axe, ça reste sa force, hein, les jabs, les crosses. Les 2 défaites de Allen à l'UFC, c'est Strickland et Chris Curtis. Ce sont des mecs qui ont un Mm. très bon jab, un très bon direct. Donc ici, il faut pas réinventer la roue. Et alors, j'avais dit, non seulement Brendan Allen semble pas super à l'aise face à des gars qui mettent du volume, mais surtout face à des mecs qui mettent du volume et qui le mettent sous pression. Donc ici, Nassourdine, c'est être capable de trouver comment mettre cette pression sans laisser d'opportunité à Brendan Allen de pouvoir casser cette distance. Et l'avantage d'avoir cet objectif de être entreprenant sur les déplacements, de prendre le centre, de faire reculer Brendan Allen, c'est que lui ne se retrouve pas derrière la ligne noire, que Nassourdine ne se retrouve pas derrière la ligne noire, parce que s'il se retrouve derrière la ligne noire, ben, c'est un tout petit peu plus facile de venir casser cette distance et coller à la cage, qui est la stratégie adverse selon nous. Mm. Et puis alors peut-être le dernier point, je pense qu'il doit rester respectueux du striking de Brendan Allen. Ouais. Je pense que une des pires choses à faire, c'est que face à un gars où tu sais que c'est pas non plus un crack absolu debout, c'est un peu de le sous-estimer et de se faire connecter, parce qu'on l'a dit, il a quand même des très bonnes compétences en striking et ça peut coûter cher de ne pas respecter son striking. Ça a été le cas pour Bruno Silva. Ouais. Je trouve qu'il l'a touché, puis après il a fait comme si c'était, il s'est fait punir en retour. Et ça, c'est des choses, voilà. Mais ça, j'ai pas trop de doute, hein. Il a toujours montré que malgré son très bon niveau en striking, il se méfiait quand même des frappes adverses. Mais voilà, il faut le souligner. Il faut le souligner que sur ce gars-là, tu peux pas te penser que ça va être juste un grappleur. Il a montré aussi que de temps en temps, il voulait striker, il voulait se prouver. Et donc, il faut le sanctionner là-dessus, quoi. C'est pas une crainte qu'on a de notre côté que Nassourdine sous-estime le niveau debout de Allen. C'est juste que, voilà, il faut le notifier. Nassourdine doit prendre ce combat comme si c'était un très bon striker face à lui aussi, mais il doit s'imposer dans son striking et justement, en le prenant très au sérieux, ça lui permettra de créer ce gouffre debout, ce qui est nécessaire encore une fois parce que il va devoir marquer ses points debout. Si on a un Allen qui vient pour le coller à la cage, c'est totalement dans l'intérêt de Nassourdine d'être très très percutant sur les opportunités qu'il a à distance de pied-point. Alors, on en arrive à prono et pronostats. Selon notre sponsor unibet.fr, Nassourdine est à 1,42, Brendan Allen à 2,70. On est entre le 65-35 et le 70-30. Ah oui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Écoute, si on enlève les 5 points de pourcentage qui sont liés au fait qu'il soit à domicile, etc., oui. 65, moi, toi, t'es plus 60-40, 65-35? J'étais plus 60-40, j'étais plus sur un 60-40. Ouais. En fait, le problème, c'est que pour moi, ça va jouer vraiment au premier round. Si on a un Brendan Allen qui prend le dos très rapidement, enfin, tu vois, ou En fait, c'est ça. Toi, j'ai l'impression que tu verrais un 65-35 en 5 rounds et un 60-40 en 3 rounds. Ouais, ça d'office. Mais je vois comme perdre 2 rounds, c'est vite fait. C'est vrai que ça se perd vite 2 rounds. Et je vois aussi ça comme une opposition de style. Et après, voilà, et Brendan Allen, moi, je vous avoue que je l'ai régulièrement sous-estimé comme combattant. Et j'ai pas envie non plus de trop le sous-estimer sur ce combat-là en disant ouais, 65-35, easy, tu vois. Ouais, mais en plus, c'est bien parce que quand on fait ça, on met du respect sur la potentielle victoire du Français. T'as gagné à 60-40, ça vaut plus que t'as gagné à 70-30. Parce qu'on respecte les chemins de la victoire pour Allen. Et moi aussi, à la base, quand le combat avait été annoncé, j'étais plus en mode, ok, Allen, ça va se jouer sur une opportunité. Et donc là, je me rapproche plus d'un 70-30. Et en réanalysant hier, avec le game plan que j'ai proposé, je me dis, il n'y a pas que la victoire par je prends le dos, je finalise dans le dos. Il y a aussi cette victoire de, je viens prendre 2 rounds sur 3 et je viens prendre 2 rounds serrés. On peut aussi avoir un truc où les 2-19 pour Allen sont vraiment sur le fil et puis tu as un 19 très très large pour Nassourdine et donc sur l'ensemble du combat, tu as l'impression que Nassourdine était meilleur, mais en fait, comme on score round par round, voilà. Et donc là-dessus, moi, j'étais plus, effectivement, hier soir, je me suis dit, si je dois choisir entre les deux, je vais me diriger du côté du 65-35 et j'ai l'impression que 35% c'est trop peu qu'on donne à Allen parce qu'il y a vraiment des chemins vers la victoire.
Maintenant, voilà, je reste sur mon 65-35. Voilà, John est allé sur place. Je voulais faire un podcast avec John pour faire un peu un débrief de ce qu'il avait vu lors des reportages qu'il avait fait à Paris. Maintenant, on peut balancer l'info parce que on les a quasi déjà tous mis en ligne. Il en reste encore 3. Il était méga impressionné. Il était méga impressionné par Nassourdine. Il me dit ça tape fort, ça travaille sérieusement, la vitesse c'est méga impressionnant, la précision aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a une très très bonne préparation du côté de Nassourdine aussi, probablement du côté d'Allen aussi, mais donc moi je vais me positionner sur le 65-35 et en termes de pronostic, c'est quoi, j'ai envie de croire au finish de Nassourdine, fin du deuxième round. Comme ça, je me mouille un peu. Je sais que le prono classique, ça va être une décision d'un côté ou de l'autre. Moi, je vais mouiller un peu. Je crois que Nassourdine a une ouverture sur un finish dans ce combat. Au deuxième? Fin du deuxième, ouais. Vraiment un travail le jab qui passe au cumul. Et puis à un moment, ça commence à faire mal. Et là, il commence à sortir son bras arrière au corps. Ça commence à baisser la garde, bras arrière crochet, quelque chose comme ça. Écoute, moi je pense que je vais te rejoindre parce que on a quand même un Brendan Allen qui a montré qu'il se faisait toucher et connecter et que ça vacillait quand même. Hein. Ouais. Et de l'autre côté, on a un Nassourdine qui a montré que voilà, s'il y avait une ouverture face à quelqu'un qui vacille, comme Cannonier par exemple, eh bien, il connecte. Hein. Il a quand même connecté Cannonier, il a quand même connecté Dolidze. Ouais. Moi, ouais. Vas-y, je te rejoins. Mais ça faisait deuxième longtemps. ou troisième? Moi, j'avais mis une fin du deuxième. Ouais. Vas-y, je te rejoins là-dessus, je trouve ça pas mal. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas alignés sur nos pronos, et là, 2 podcasts d'affilée où on est alignés. C'est parfait. Par contre, c'est un combat où je mettrais au 0-1 pour égalité. Mais donc, ce que je venais de dire avec 2 19 serrés pour Allen et un 19 très clair pour Nassourdine, le 19 se transforme en 18 pour moi, la probabilité qu'il le fasse vaciller, qu'il prenne un 18, elle est assez élevée et qu'après Brendan Allen se réfugie dans le dos et prenne 19-19, tu vois. Et l'autre probabilité, c'est un point de pénalité pour... J'allais le dire. Le point de pénalité, il est sorti contre Allen, hein. Contre Nassourdine, et on a un Brendan Allen quand même qui se retrouve souvent à faire du tripod comme ça et où le point de pénalité peut vite arriver, tu vois. Comme il a failli avoir contre Dolidze, ou qu'il a eu contre Dolidze. Ouais, Dolidze, il a pris un point de pénalité. Ouais, c'est ça. Et Brendan Allen, je trouve qu'il y a plusieurs fois où il est comment dire ça, tu vois, en position à jouer avec les règles pour pas se faire connecter au sol. Voilà. Donc, et là, on n'a pas encore la nouvelle règle en plus de la définition de l'homme à terre. Ce sera le 2 novembre officiellement à partir du. Alors j'aurais peut-être pas dû le dire parce que là maintenant ils vont peut-être faire super gaffe aux règles et tout. On préfère qu'il fasse super gaffe aux règles et que tu rates ton petit prono que. Oui, clairement. Mais je mettrais 0-1 pour le fun. Mais c'est vrai que dans l'égalité. C'est l'avant-dernier combat de Nassourdine. Dans l'avant-dernier combat de Nassourdine, il y a un 18 dans le premier round et il y a un point de pénalité. Donc, ce sont 2 éléments qui peuvent facilement arriver vers une égalité. Donc, l'argument est très solide. Exactement. Est très solide pour ton 0-1. Parfait. Et d'ailleurs, ça nous fait une petite pub. Jeudi, on enregistrera notre podcast spécial Unibet sur l'UFC Paris. Donc, ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquez pas ça. Brian, un tout grand merci. Merci les amis. à toi. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.